Et du coup, il y a Carrie0311 qui nous dit aussi que les grandes boîtes donnent un cadre pour être agile et ambitieux dans les petites. Alors, je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais toi, tu conseillerais quoi, Romain, quelque part, à quelqu'un, prenons quelqu'un qui veut débuter, comme c'est une chaîne qui s'adresse aussi aux étudiants. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut mieux commencer par une grande entreprise, encore une fois ça dépend des caractères, mais mettons, commencer par une grande entreprise pour avoir un cadre qui est un peu plus rigide, pour que ce soit un bon centre de formation, pour apprendre les règles de l'art, peut-être un peu plus lentement, peut-être un peu moins agile parce que c'est plus lourd, ou alors est-ce qu'il vaut mieux démarrer par un plus petit site en se disant bah le cadre est beaucoup plus large, on peut faire beaucoup plus de choses et du coup j'aurai l'opportunité d'apprendre plus de choses plus vite. Je peux faire une réponse de Normand Fais une réponse de Normand ou de Havrais. Non, en fait, alors, ma vision va être un peu biaisée parce que voilà, moi je vais être aussi un peu guidé par mes propres choix et puis par les affinités que j'ai eues. Moi, si je devais conseiller quelque chose, voilà, je recommande de pouvoir commencer par une petite boîte. Parce que pour le coup, en termes de rôle et responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, dans une petite boîte en fait, on a un poste qui est défini. On va être adjoint qualité, on va avoir des postes. Sauf qu'en fait, la quantité de travail par rapport au nombre de personnes et par rapport à l'organisation n'est pas forcément en adéquation, ce qui fait qu'on est obligé, en fait, souvent de faire plus que ce pour quoi on a été embauché. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, la limite en fait, des rôles et responsabilités est beaucoup plus large dans une petite structure que dans une big pharma où pour le coup, en fait, voilà, on intègre un grand groupe, on va faire de la libé. Et bon, on va faire de la libé. On va passer son temps derrière son bureau à faire de la libé. Voilà. Et dans une petite structure, ça va être beaucoup plus large. Donc en fait, il faut être plus autonome. Souvent, on va demander d'être autonome très rapidement. Enfin, moi, je parle pour mon expérience, encore une fois. Voilà, en sous-traitance, on arrive, on ne peut pas se permettre de former quelqu'un pendant 6 ou 8 mois pour faire de la libération. T'arrives... on est sur 4-5 heures. Ah, si 2-3 semaines après, tu es capable de libérer les lots, ça arrange tout le monde. Quand même. Je caricature un petit peu, mais voilà, on va demander aussi aux personnes en fait, d'être autonomes plus rapidement. Et ça, en fait, ça va aller à certains tempéraments, ça va pas forcément aller à tout le monde. Donc moi, par rapport à mon tempérament, par rapport à ce que j'ai connu, en fait, je recommande vraiment, si vous voulez apprendre plein de choses, d'intégrer une petite structure. Alors, ça peut être une big pharma, mais sur un petit site, parce que je pense que les organisations sont... Voilà. Il y a vraiment la taille de site qui va compter. Mais je pense qu'on verra plus de choses sur un petit site, clairement. On verra encore plus de choses sur un petit site, dans une petite structure, une petite entité type façonnier. Maintenant, il y a aussi plein de choses à faire, plein de choses à apprendre dans des grosses boîtes. On sera un petit peu plus contraint, par contre, ce sera un peu plus confortable parce qu'effectivement, les processus seront un peu plus structurés, seront un petit peu plus définis. Donc, on est plus contraint, mais d'un autre côté, ça peut avoir un côté rassurant de se dire voilà. Je sais qu'il y a des lignes que je ne dois pas franchir et si je ne les franchis pas, normalement, ça va bien se passer. Alors, ce sera peut-être moins épanouissant sur certains aspects. Mais pour le coup, formateur, ce sera peut-être plus rassurant. Plus structurant, justement. Parce qu'à l'inverse, me dis, je vais caricaturer, je vais essayer de provoquer quelque chose. Provoque. Tu es dans une petite boîte et on te dit, il faut que tu fasses en même temps la libé, la prod, le labo, tout ça. Alors, c'est bien parce que tu vas apprendre plein de choses, tu vas les apprendre vite, mais est-ce que tu vas les apprendre bien ? Est-ce que du coup, les fameuses limites dont tu parlais tout à l'heure, tu vas les connaître aussi bien ? Est-ce que tu vas pas du coup les franchir allègrement, pas de mauvaise volonté, mais juste parce que on t'a laissé faire et quelque part, t'as pas la structure ou pas suffisamment pour te guider vraiment dans ces règles de base, je dirais. Je suis pas sûr que tu vas avoir que des bons réflexes à être dans un... Non, c'est ça. Est-ce que tu prends les bons réflexes dès le départ ou est-ce que voilà. Stage, je suis d'accord avec toi. Ouais. Stage, petite boîte, oui, largement. Parce que tu sais pas encore forcément trop précisément ce que tu veux réellement faire. Tu peux encore changer d'avis, on va dire. Donc stage, le fait de voir tous les services, plein de choses, plein de gens, etc. Petite boîte, c'est pour moi la meilleure idée. Par contre, tu arrives, jeune cadre, ou c'est qui tout double. Hein. Parce que pour moi, ça va énormément dépendre aussi de ton manager. Oui. Si ton manager, il te voit comme une ressource, et purement comme une ressource, tu fais du batch release, où tu es là pour faire les 3-8 téléphones non-stop, astreinte, etc. Tu vas pas forcément avoir les bons réflexes. Et ça peut être aussi même un peu destructeur pour certaines personnes. Tu arrives, tu commences la vie active, et boum, t'en prends plein, et la gueule. Et tu dis c'est ça la vie. Et tu dis c'est ça la vie. Donc. Je repars en officine ou je fais autre chose. Mais je suis d'accord avec toi, le côté c'est sérieux catastrophe. Petite boîte pour commencer, mais il faudra surtout avoir un bon manager, quoi.
Ouais. Parce que ça peut être aussi destructif, quoi. T'arrives, tiens, t'as un diplôme de formation, tu vas aller faire les libés. Et ça se contente à ça et ça s'évite à ça. Après, encore une fois, ça reste mon expérience. Donc elle est très parcellaire. Mais moi, effectivement, quand je suis arrivé, donc je faisais pas de libé. Et en fait, quand mon responsable posait sa démission, donc on m'a proposé le poste, je l'ai accepté. Honnêtement, la période vraiment de transition formation à faire de la libé, moi, ça a duré à peu près 2 semaines. Ah ouais. C'est très très chaud. Ça a été assez rapide. Donc effectivement, forcément, je peux pas dire que quand j'ai démarré, j'avais tous les réflexes pharma. Par contre, à l'inverse, je pense que ça amène un peu de pragmatisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, après, voilà, il faut être câblé pour, mais tu vois, j'avais peut-être pas la réflexion d'un qualiticien pur. On essayait de raisonner, alors on va le dire bêtement, mais de se dire, voilà, en gros, est-ce qu'il y a un risque pour le patient ou pas. Ça peut paraître assez binaire parce qu'on était très loin de la compliance, de tout ce que tous les petites subtilités compliance réglementaires qu'on peut trouver dans des grands groupes qui vont t'empêcher en fait de libérer un lot alors que tout va presque bien. Hein. Mais du coup, effectivement, je comprends pourquoi tu évites d'aller en prod. Clairement, j'avais pas les bons réflexes, de qualiticien. Donc j'avais un raisonnement qui était peut-être différent. Maintenant, j'étais chez un façonnier. On avait un audit tous les mois ou tous les 2 mois en plus de l'inspection. Et pour le coup, en fait, on n'a jamais vraiment été challengé sur la qualité de nos libérations, de nos investigations. Tu peux te prendre des points, mais tu vois, quand t'as pas de grosses remarques là-dessus, ça te laisse quand même à penser que tu fais pas non plus n'importe quoi. Et puis le bon sens, il est toujours bon guide dans ce genre de choses. Et tu vois, effectivement, moi j'ai sûrement libéré des lots qu'on n'aurait pas libéré dans d'autres boîtes. Ouais. Donc donc forcément, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas forcément les bons réflexes. Je me suis créé mes propres réflexes. Et après, effectivement, quand t'as des personnes qui arrivent et qui ont une vision très qualité, quand t'es arrivé sur le site, puisque tu nous as rejoint à un moment, effectivement, tu nous as apporté une vision que moi j'avais pas et en fait qui rentrait pas dans notre logiciel en fait de fonctionnement, de raisonnement sur de la partie libé, en disant voilà, il y a des choses qu'on peut pas forcément faire comme ça. Voilà, t'as apporté une autre vue. Et effectivement, mais après ça c'est mon expérience sur un site. Maintenant, il y a des petits sites qui vont être très structurés, qui vont déjà avoir qui vont avoir des processus plus robustes que le mien quand je suis arrivé, parce que mon site quand je suis arrivé, c'est pas mon site, pas le site où j'étais maintenant. C'est-à-dire que ça a évolué aussi. Enfin, en 10-15 ans, il y a des choses qui ont bougé aussi. Mais effectivement, c'est... Parce que à contrario, tu peux avoir aussi, mais du coup, quelque chose qui est trop structurant. Enfin, c'est pour édulcorer un peu ça, mais parce que là, on n'imagine pas que tu as libéré tout et n'importe quoi et que les lots sur le marché étaient compliqués. Ils étaient mauvais, non, parce qu'il y avait toujours du bon sens derrière et il n'y avait pas de risque patient, comme tu disais. A contrario, est-ce qu'il y a peut-être aussi des grosses boîtes où pour lesquelles la compliance, c'est-à-dire la conformité réglementaire, elle a pris un niveau tel que ça en devient une sorte d'obsession, et l'obsession d'être aux petits oignons, au point-virgule près, conforme à tout ce qu'on nous demande, c'est-à-dire les bonnes pratiques, les guidelines du groupe ou toutes les normes ou tout ce qui peut être le texte qui est sorti l'avant-veille, il faut y être compliant. Et donc, trop structuré, on se retrouve à ne pas libérer des lots ou avoir peur de libérer des lots. Et à mon sens, ça peut devenir une accu opérationnelle qui passe son temps dans les bouquins et qui va plus voir les produits. Et pour le coup, qui perd son bon sens paysan. Ce qui est, l'équilibre, il est à trouver entre les deux, en fait. Moi, ce que je pourrais, entre guillemets, reprocher aux grands groupes, c'est le côté, à un moment, tu vas maîtriser les global, SOP, groupes, etc. On va parler de compliance dans les grands groupes, mais moi, je suis parfois pas convaincu que c'est de la compliance réelle par rapport au BPF. Oui, parce qu'ils sont peut-être un peu trop pris la tête des fois. Parce que et ils reviennent pas au texte, quoi, des fois, peut-être. Ouais, parce que, c'est pas parce que tu fais partie d'un grand groupe que tu connais mieux les BPF qu'un petit. Honnêtement, parfois, parce que les gens, ils s'auto-alimentent de croyances, d'échanges à droite et à gauche, à celui qui fait mieux, etc. Puis à un moment, est-ce que tu connais réellement les BPF ? Moi, j'avais fait le test sur différents sujets. C'est pour ça aussi qu'on avait fait des streams type vide de ligne, etc. En se disant combien de fois le mot vide de ligne est cité, combien de fois le mot dossier de l'eau est cité, etc. Parce que, la base, c'est les BPF. Petit message à Mathieu aussi, parce que ça fait 47 minutes et on n'a toujours pas utilisé le mot BPF, donc je sais que demain il va me le dire. En fait, dans les grandes boîtes, des fois, tu as des dogmes qualité qui s'installent. C'est exactement, c'est le mot dogme. C'est le mot dogme, mais qui n'est pas, pour moi, de la compliance, ou qui est de la compliance interne de procédure
du groupe ou du site, mais qui n'est pas en lien avec le VPF. Qui des fois est bien, mais des fois est trop. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler de la surqualité. Enfin, voilà, c'est de la surqualité dans des petites structures, en fait, t'en trouveras pas beaucoup. Moins fréquemment que dans les grands groupes. Après, dans les grands groupes, en fait, voilà, mais c'est aussi des fois une façon de se protéger, de se dire, bon, voilà, pour être bien, je dois être là, et ben moi, je vais me mettre au-dessus. Comme ça, je sais que ce sera plus facile à défendre en inspection, ce sera plus facile. Et on arrive des fois, effectivement, à avoir des niveaux de qualité qui sont peut-être au-delà, en fait, de ce qu'on demande. Maintenant, c'est aussi une façon de border les choses et de se dire, voilà, je sais qu'en restant toujours un petit peu au-dessus, si à un moment j'ai un souci, je redescendrai pas en dessous de ma limite et je... Il y a aussi une stratégie des grands groupes de toujours mettre la compliance plus haut pour influencer. Après, les exigences... sur les petites et rester... Et les exigences évoluent aussi. Et puis les inspecteurs, enfin, faut le dire aussi, hein, les inspecteurs, ils seront plus exigeants avec un grand groupe qui a des moyens qu'avec un petit groupe. C'est normal. Oui, mais du coup, tu peux... C'est normal, mais c'est ultra polémique. Hein. Tu peux pas... Logiquement, l'inspecteur, il est censé être complètement impartial et quelque part, les règles, il devrait les demander à les appliquer de la même manière dans un site que dans un site. Dans la vraie vie, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, c'est pas étonnant d'avoir des niveaux de qualité différents aussi, parce qu'on sera toujours plus exigeant en fait avec un grand groupe qui a des moyens qu'avec le petit groupe. Et en fonction de la nationalité de l'inspecteur et de la nationalité du site aussi. On sait que dans certains pays, ça se passe mieux que quand Mais quelque part, le point commun, du coup, on en revient à ce que tu disais au début, c'est-à-dire que le risque qualité patient, il restera la limite infranchissable pour quel que soit le plus petit groupe, le plus petit site du monde ou le plus... mais des fois, après, encore une fois, c'est mon ressenti, mais des fois dans les grands groupes, et même les personnes en fait, qui bossent dans les grands groupes, mais en fait on est entraîné dans une dynamique, des fois le bon sens on le perd. Et en fait on s'en rend compte, hein. C'est-à-dire moi j'ai été surpris quand j'ai intégré il y a moins d'1 an le site où je suis maintenant. Quand tu discutes avec les gens, ils sont tous convaincus en fait qu'effectivement des fois on en fait trop, qu'on n'est pas assez lean, que la structure est trop lourde, c'est difficile à manœuvrer. Quand tu discutes avec les gens, tout le monde est d'accord et tu te dis il y a un moment, si tout le monde est d'accord, ça va changer. On va changer, Et pour autant non, parce que tu as une telle inertie que c'est compliqué en fait de faire bouger les choses. Ou peut-être que ça va bouger, mais ça prendra. Enfin là où tu le fais bouger en 1 an sur un petit site, ça va en prendre 10 ou 20 sur un gros site. Et les gens sont convaincus, mais il y a un moment, en fait, tu es entraîné par cette espèce de dynamique, en fait, qui fait que ça t'amène une inertie, une complexité. Après, la taille de site fait que tu as une complexité des organisations aussi. Hein. C'est clair que tu peux pas manœuvrer et diriger un site de 200 personnes comme tu diriges un site de 2000. Forcément, la structure n'est pas la même. Et en fait, pour faire bouger les choses, c'est beaucoup plus compliqué. De toute façon, si tu veux faire une modif sur un petit site, tu vas voir le directeur qualité, tu vas dire est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, non, on y va. On fait un change control. Les change control qu'on faisait, sur un petit site, tu réunis toutes les personnes du change control, tu fais un change control express, tu fais en une demi-heure et puis c'est... Oui. Et il y a tout. Il y a tout. Sur un gros site, tu vas avoir une idée, une bonne idée, tu es obligé de motiver 20 personnes. Et si sur ces 20 personnes, tu en as un seul qui n'est pas d'accord, ça va prendre plus de temps. Voire ça n'existera pas des fois. Voire ça annule complètement. Parce que tu es obligé d'avoir l'accord de tous. C'est chaud pour un sujet d'avoir le corps de tout le monde. Ouais, c'est même quasi impossible. Mais c'est aussi pour ça, ma vision aussi sur la partie grand groupe, je pense que si on revient sur la question, moi effectivement je serais plus stage, petit groupe, petit site, etc. Après, ça peut être très formateur d'être sur un grand groupe pour apprendre un certain nombre de choses. Moi, j'ai énormément appris sur la qualité, sur le management de la performance, etc. Mais être 100% issu d'un grand groupe et vivre toute sa carrière dans un grand groupe, pas sûr ça te donne des bons réflexes parce que tu es toujours en train d'attendre ton collègue à droite et à gauche pour pouvoir faire les moindres... Moi, déjà, moi, je le vivrais très, très mal, parce qu'au final, tu passes ton temps à essayer de... Tu fais de la politique, quoi. Oui, c'est ça. Mais vous avez ce point commun de vouloir que ça avance, quoi. Pardon. De taper un peu dedans. C'est les producteurs, c'est le côté barbu. Non, mais il faut que ça avance, quoi. Mais vous avez raison là-dessus. T'étais dans un grand groupe, mais en fait, le site où t'étais, malgré tout, il restait quand même à taille, on va dire, à taille humaine. C'est-à-dire qu'à un moment, alors sur un site de 500-700 personnes, des fois c'est difficile de mettre un nom sur chaque visage, mais tu arrives à peu près à mettre une fonction sur un visage. Ça reste une limite pour moi acceptable. 500 reste. Et tu vois en fait quand déjà en fait tu sais dire qui fait quoi, c'est-à-dire que tu vois une personne, tu connais son nom, tu sais ce qui est fait. Et ben c'est plus simple en fait en termes de flux de communication, d'échange, c'est beaucoup plus simple pour faire avancer les sujets que quand tu es sur un site où au final tu as les 3/4 du site que tu connais pas, quoi. Et ça c'est un truc important, c'est en termes aussi de lisibilité et de cinétique, en fait, de flux d'informations et tout. Sur un petit site, l'échange se fait beaucoup plus facilement. Et même en fait, voilà, quand tu as des divergences d'opinion, c'est plus facile en fait de se prendre 5 minutes. Tu vas dans le bureau de la personne, tu discutes.
Plutôt que de traverser un site, ça va te prendre 15 minutes, tu vas pas le faire parce que tu vas le teamser, puis il va pas te répondre. Et ça, c'est pour moi un des avantages des petits sites. Alors là, encore une fois, ça peut être une big pharma, mais un petit site. Mais pour le coup, pouvoir échanger facilement et connaître en fait la quasi-totalité des personnes d'un site, en termes de vitesse d'exécution pour n'importe quel sujet, c'est super important. Les change control, comme tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est l'illustration parfaite de ça. C'est-à-dire qu'un change control dans un grand groupe, le temps de réunir les gens, de faire signer tout le monde, de faire le comité des changements qu'on va prévoir, qui a lieu une fois par mois, etc. Des fois, pour même un petit changement, on peut mettre des mois, voire des années. Là où, comme tu disais tout à l'heure, des fois, on va dans le bureau, on se dit, bon, il y a un petit change control, on est tous d'accord, on va se mettre à 5 dans une salle, tout le monde, il y a toutes les fonctions support nécessaires, voilà. Et puis, la semaine d'après, le truc, il est mis en place, quoi. C'est vrai que ça... C'est plus compliqué de gérer l'urgence, en fait, dans des gros sites. C'est vrai. Alors, il y a Charlie P qui nous dit, alors, comment faire ? Oh là là. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Non, mais est-ce que c'est pas d'alterner entre les deux aussi, donc, même si ça dépend des tempéraments. Est-ce que quelqu'un qui a peut-être un tempérament qui a besoin d'être un peu plus rassuré quand il démarre, il peut démarrer dans un groupe un peu plus gros, en se disant par contre, je vais pas y rester toute ma vie, et en alternant peut-être, en allant voir un façonnier au bout de, je sais pas, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, en fonction des carrières, voire aller dans des groupes, des plus petits groupes, des petites PME, enfin, ou des choses, ou l'inverse, quelqu'un qui se dit, moi je veux commencer par un tout petit site et aller voir ce que ça donne chez les big pharma pour quand même prendre le bon qu'il y a à prendre des deux côtés, tu vois. Si on peut faire les deux, c'est chouette de pouvoir vivre les deux. Après, il faut se dire que... On a plus de 40 ans de carrière, on doit bien un moment réussir à faire un peu les deux, quoi. Puis vu que ça bouge énormément, on doit pouvoir y arriver, quoi. Par contre, peu importe par où on commence, ce qu'il faut se dire de toute façon, c'est que la transition sera compliquée. C'est-à-dire que si tu démarres sur un petit site, petite structure, passer à une big pharma, c'est compliqué. Et l'inverse sera vrai aussi. Ouais, mais faut le faire, parce que t'imagines, si tu vis que dans l'un, tu vas te mettre dans un environnement, typiquement un environnement grand groupe, mais à un moment, je pense que tu dois perdre aussi un peu la réalité des choses. Oui. Après, en fait, les grands groupes, pour le coup, il y a un avantage. Encore une fois, ça dépend, je pense que ça dépend des boîtes, hein, mais dans les grands groupes, souvent, il y a aussi une forme de structure sur les plans de formation, les plans d'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, les grands groupes sont souvent assez structurés et cherchent aussi à faire bouger les gens, avoir une mobilité interne. Alors, c'est pas forcément en fait une évolution verticale, c'est-à-dire on va pas prendre la place de son chef tous les 3 ans. Par contre, dans les grosses boîtes, il y a aussi une multitude de métiers très différents, ce qui n'est pas forcément existant sur un petit site. Et on peut faire beaucoup de choses sur l'évolution transverse, d'aller voir sur d'autres départements et avec des métiers qui n'existeraient pas en fait sur une petite structure. Donc, parce que les rôles et responsabilités sont plus définis et tu as des métiers les perspectives d'évolution, pour moi, elles existent dans les deux en fait. Ce ne sera pas forcément les mêmes, mais elles existent dans les deux et ça peut être aussi riche en fait. Ça peut être aussi riche dans les deux. Je suis pas du tout d'accord avec le commentaire de Marina Gruit. Oh mince. Ouais, je trouve plus facile de passer d'un petit à un grand car on progresse. L'inverse est compliqué, je pense. On a l'impression de revenir en arrière. Alors là, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, moi non plus. Ouais. Alors pourtant, c'est ce que j'ai fait, mais... Non, pour moi, non. C'est même potentiellement l'inverse parce que oui, il faut passer par un Pourquoi grand on progresse d'ailleurs? C'est vrai que Marina Gruit, si tu peux nous dire ce que ça veut dire on progresse? Ouais, j'avoue. Pécuniairement parlant, je pense. Ah oui, on progresse dans le salaire. Ah oui, mais Marina Gruit, elle aime bien l'argent. Ça y est, ça va partir. On a l'impression de revenir en arrière. Non, mais on va en parler après. Non, mais pour moi, ça reste un des freins aussi. Vas-y, je te laisse finir, Ludo, mais après, on va en parler de la partie pécuniaire parce qu'elle est importante quand même pour sortir des grands groupes. Je ne pense pas qu'elle parlait de l'argent. Je pense que non, mais bien sûr, je te chambre, Marina Gruit. Engagement, connaissance, etc. Non, mais pour le coup, par contre, effectivement, c'est un des axes. Passer d'une grosse boîte à une petite boîte, financièrement parlant, en fait, ça veut dire que souvent, il faut faire un bond entre le poste qu'on occupait dans la grosse boîte pour intégrer une petite boîte si on veut conserver un salaire équivalent. C'est-à-dire qu'il y a un moment, déjà on change de structure et en plus on prend une responsabilité qui est supérieure à ce qu'on pouvait avoir dans la grosse boîte parce que voilà, effectivement dans les petites boîtes, il ne faut pas se voiler la face, hein, les salaires sont pas les mêmes que dans une big pharma. Hein, Après il y a le salaire, mais c'est là où j'étais pas d'accord avec le commentaire de Marina, c'est que j'apprécie beaucoup. C'est que pour moi, j'ai pas eu ou je n'aurais pas la sensation d'agresser si je vais dans un petit site. Bien au contraire, parce que dans un petit site, je vais prendre mon poste directeur de prod, toi tu as été aussi directeur de prod, tu décides. Tu décides. C'est pareil, t'as pas 20 comités, 20 réunions
pour pouvoir décider de c'est quoi le logiciel que tu vas utiliser pour la sérialisation. C'est toi qui décides. C'est pas des choses qui te sont imposées. Ouais. Moi, j'ai connu aussi des groupes où, en fait, des solutions dites techniques t'étaient imposées, qui étaient bien pour le groupe, mais pas forcément qui correspondaient à ton besoin, toi. Donc, c'est cette notion aussi. Moi, je suis directeur de prod, j'ai l'impression d'être directeur de prod. Parfois, dans des grands groupes, t'es un super manager. T'es pas un reporter de KPI. Je vais pas aller jusque-là, mais c'est la stratégie. La stratégie, elle arrive du haut. Oui. La stratégie, elle arrive du haut. Mais t'as moins d'influence quelque part, même sur. Après, et c'est pour ça que je dis que j'ai pas l'impression de m'agresser. Après, sur un poste de comité de direction, enfin même sur un gros site, pour le coup, je pense que le périmètre est différent et l'envergure du poste est un peu différente. Après, je pense que t'as quand même des responsabilités qui sont. T'as un pouvoir décisionnel aussi sur un grand site, même si t'as le poids du corporate qui est plus important que dans une petite structure. Sur des postes de direction, je pense quand même que tu as un pouvoir décisionnel, même sur un grand groupe. Il y a quelqu'un qui le fasse, c'est pas la taille qui compte. Évidemment. Alors, le chat nous dit plein de choses, là, ça s'est emballé là, sur cette thématique qui est intéressante. C'est quand même étrange, le résultat du sondage, il est quand même site moyen. Site moyen, ouais. C'est quoi un site moyen? C'est quoi un gros site? Ouais, c'est vrai. Ouais, site moyen, pour moi, c'est du 500-600. Hein, Ah pardon, j'ai cru qu'il était fini. Non, le sondage est en cours. Ah ouais, donc essayez d'avoir en milieu de débat, dites-nous, vous pouvez répondre dans le chat au sondage, vous cliquez sur la petite flèche là, et vous êtes plutôt, et vous pouvez répondre entre gros site, site moyen, petit site, où il faut de tout. Alors là, le chat, elle est allée méga vite, hein. J'avoue qu'on a un peu perdu le fil. On revient un petit peu en arrière. Alors, le grand Kevin... Je vois qu'on a même parlé de la GED. Hein, les change control sont mal foutus. Non, mais Marina parlait des systèmes informatisés. Elle dit, en gros, on a l'impression de régresser. Ah oui, alors, pour connaître un petit peu Marina Gruit, je sais que quelque chose qui lui tient à cœur, ce serait d'avoir une GED ou d'avoir des systèmes un peu informatisés qui sont, pour le coup, un peu structurants, mais qui peuvent être... Des fois, c'est un peu contraignant aussi. Ça peut être contraignant, c'est un peu fait pour aussi, mais quand tu n'as que dalle et que tu es tout en papier, des fois, ça peut avoir aussi ses limites quand même. Les systèmes, l'argent qui permet d'avoir des systèmes informatisés dans un grand groupe peut quand même aider. Voilà. Encore une fois, tout est question de pondérer les choses et pas avoir une GED ou un système informatisé qui met dans un procès dans un pot de glu. On dit structuré et pas figé dans le marbre, quoi, en fait. C'est tout ça qui est. Parce qu'en fait, quand tu as lancé ta procédure dans ta GED et que tu arrives à la dernière étape et qu'il y a une virgule qui va pas au dernier et que ça repart au début et que ça remet 3 semaines en fait pour repartir dans ta procédure. Ça crispe un peu. C'est bien, le système est bien fait, mais tu aurais aimé que ce soit juste un fichier imprimé et que tu vas imprimer et que tu signes en 2 heures. Quoi. Alors le manque de moyens, tout ça, il y a Nocutan qui en parle aussi, il y en a plusieurs personnes qui en ont parlé. Ça, je voudrais qu'on en cause parce que on parle du manque de moyens, donc pécunier, voilà. Mais alors pour autant, on disait tout à l'heure que entre guillemets, on fait une qualité qui est équivalente. Le patient final, il aura un produit qui sera de la même qualité. Donc, les moyens, ils peuvent aider dans des grands groupes parce qu'il y a plus d'argent, mais est-ce que c'est pour autant c'est uniquement le nerf de la guerre? C'est uniquement la différence qu'il y a entre les grands et les petits, quoi. C'est pas uniquement les moyens financiers, quand même. Ce serait une tristesse absolue. Moi, un produit d'une petite boîte ou d'un produit d'une grosse boîte, je m'injecte les deux. Hein. J'ai confiance de manière équivalente dans les deux. Hein. En fait, clairement, d'un point de vue impact qualité-patient, pour moi, j'ai zéro doute des deux côtés. Hein. Alors, pour pareil, reparler de mon expérience, donc là où j'étais avant, donc ça tombe bien, on t'a invité pour ça. Donc chez mon sous-traitant, donc en fait, moi, j'étais dans un groupe en fait qui a racheté beaucoup de sites. En gros, quasiment tous les ans, il y avait un rachat de sites. Et en fait, généralement, comment ça se passe? On rachète les sites des grands groupes, des big pharma. Souvent, c'est les big pharma qui désinvestissent. Et donc, c'est les sous-traitants qui rachètent. Et on avait racheté un site d'une big pharma qui faisait de la forme sèche et de l'injectable. Et les personnes étaient très inquiètes de se faire racheter par un sous-traitant parce qu'ils se sont dit, en gros, on va faire des médicaments de basse qualité au rabais et tout. Ouais. Ils étaient très inquiets là-dessus. On a un peu connu ça. Voilà. C'était même pas c'était une question d'argent de moyens, mais voilà, ils se sont dit, de toute façon, voilà, on devient sous-traitant, en gros, on va pas sortir la qualité qu'on sortait avant. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand tu es sous-traitant, tu travailles beaucoup pour les big pharma. Tu peux fabriquer pour des génériqueurs, des trucs comme ça, mais tu travailles aussi pour des big pharma. Et en fait, là où avant, tu avais un seul référentiel, enfin 2, on va dire, qui étaient les BPF plus ton référentiel interne, là, en fait, il faut que tu satisfasses tous tes clients. Donc 2, 3, 4 big pharma différentes qui vont arriver chacun avec leurs propres règles, plus les génériqueurs. Enfin, au final, tu travailles avec 20-30 clients différents et les 30 clients vont avoir certaines exigences. Et toi, en fait, il faut que tu arrives à répondre à tout. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'au final, le niveau qualité
Alors, il y avait moins de moyens, c'était géré différemment, mais au final, le niveau qualité, il n'a pas régressé, mais il a plutôt tendance en fait à grimper pour pouvoir répondre aux exigences de chacun. Donc, voilà, je pense pas il n'y a pas de qualité au rabais, hein, comme ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une vision qualité qui va être différente parce que pour le coup, oui, souvent il y aura moins de moyens. Mais par contre, quand tu as moins de moyens, ça te pousse des fois à être alors, c'est peut-être pas le terme qu'il faut employer, mais à être un petit peu plus intelligent, à se poser plus de questions, à être un peu plus pragmatique sur certains sujets. Parce que quand tu es dans un grand groupe où tu as plein d'argent, c'est pas compliqué. Hein. Tu as un truc qui va pas, ta machine n'est pas compliante, on va racheter notre machine. Quoi. Quand tu non, mais je caricature. Je caricature, mais en fait, au final, c'est pas loin d'être vrai. Il faut le dire, des fois, c'est pas loin d'être vrai. Quand tu as trop d'argent, des fois tu réfléchis moins parce que en fait tu règles pas forcément le vrai problème. Non, puis c'est la solution de facilité. Et après, ça peut s'entendre aussi. Je veux dire, il y a un moment, tu as des moyens. Pourquoi te prendre la tête en fait à trouver la bonne solution et est-ce que c'est pas la structure qui fait que plutôt que d'essayer de résoudre le problème, ça coûterait moins cher en temps et en argent d'acheter une nouvelle machine aussi? Si la structure elle est tellement et le temps de faire le change control, etc., on se dit quelque part comme tu dis, les gens ont conscience dans les big pharma que c'est une grosse machine et que des fois c'est un peu contre-intuitif d'un point de vue logique, bon sens paysan, mais est-ce que c'est pas la bonne solution pour des boîtes comme ça d'acheter une nouvelle machine plutôt que d'aller réfléchir comment gérer l'ancienne et l'adapter, l'optimiser, etc. Là où donc c'est pas forcément c'est des intelligences différentes entre guillemets ou des façons de réfléchir qui sont un peu différentes. Ouais, moi, franchement, j'ai vraiment pas la sensation de faire qu'il y a une différence de qualité entre les deux. Clairement. Non, mais le moyen d'atteindre ton niveau qualité va être différent. Parce que il y avait un dessin de, je me rappelle jamais de son nom là, le dessinateur de la. Voilà. Morel, j'ai cité la dernière fois, mais j'aime bien aussi cette illustration. C'est les façonnés. Il avait fait un truc, et nous on l'a connu aussi, c'est que les big pharma demandent à leurs façonnés des choses que eux ne savent pas faire. Ah clairement. Ils ne s'appliquent pas. Ils s'appliquent pas eux-mêmes. Parce que ceux qui vont gérer les façonniers, c'est des gens qui sont très sur la partie compliance, très peu terrain. En règle générale, ceux qui gèrent les CDMO, les grands groupes, ils ont parfois pas accès aux lignes, tu vois, donc ils ne savent pas leur vie de ce qui se passe chez eux. Donc ils vont nous demander énormément de choses. Ils sont généralement souvent aussi dédiés pour nous, donc ils ont quand même pas mal le temps de pouvoir gérer nos interactions et ils ont le temps de réfléchir et de se poser. Donc le niveau qualité qu'ils vont nous demander est souvent plus important que ce qu'ils s'appliquent. Enfin, moi j'ai souvent comparé, on a un peu de réseau aussi, j'ai souvent comparé ce que nous était demandé par tel labo. Ah bah non, ça nous on le fait pas, on saurait pas le faire quoi. Mais c'est drôle même des fois. Et c'est ce qu'il avait dessiné Mr. Morel, c'est pourquoi est-ce qu'on demande ça, pourquoi on utilise des façonnés, parce qu'on leur demande des choses qu'on saurait pas faire. Ça c'est flagrant. Et moins cher. Et moins cher que ce qu'eux ils feraient parce qu'il n'y a pas la structure aussi. Donc, quand tu viens juste de te faire racheter en fait, c'est-à-dire t'es une boîte, t'es une big pharma, tu te fais racheter par un façonné et t'as le premier audit de ton ancienne entité. Et effectivement, souvent tu te fais cardonner, on te demande des trucs, tu dis attendez, il y a 3 semaines, tu ne demandais pas ça. Il y a 6 mois, c'était vous et puis. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, Malek, juste. Malek, faut être très vigilant dans le chat. Parfois, il y a des sondages qui vont apparaître parce qu'il pose la question en disant j'ai fait référence à un sondage. Dans le chat, parfois, tu as un sondage qui va apparaître et ça va durer 5 minutes et tu as 5 minutes pour répondre. Et comme ça, on peut avoir votre avis en direct. C'est la petite nouveauté depuis que nous sommes affiliés. Et d'ailleurs, le résultat, c'était grosso modo, je sais pas si on l'a dit, le site moyen. Voilà. Ouais. Alors, du coup, je rebondis sur le chat. Personne dans gros site. Ouais. C'est marrant ça. C'est ça qui est quand même curieux. Parce que c'est là où il y a le plus de monde, quelque part. Oui. Enfin, après, il n'y a pas autant de gros sites que de petits sites, donc voilà. Mais il y a quand même pas mal de gens qui veulent aller travailler dans ces entreprises-là. Enfin, à juste titre, encore une fois. Hein. Alors, du coup, il y a le grand Kevin qui nous dit en commentaire passer à un petit site. Il y a une forme de confort aussi dans la fonction qui n'est pas négligeable, parce qu'on disait tout à l'heure. Après, si on a passé pas mal de temps. Non, il dit passer en petit site, mais pour moi, c'est pas très confortable. Pour moi, c'est moins confortable. C'est plus enrichissant. C'est moins confortable au sens moins structuré, donc moins pépère, avec des grands guillemets. Ouais, souvent le périmètre d'action est un petit peu plus large. Et, Merci Papy Loïc, première fois dans le chat et il follow dans la foulée, c'est joli. Il n'y a pas, c'est joli, ouais. Bam bam. Il n'y a pas que les salaires aussi, mais les challenges attendus, oui. Alors c'est vrai aussi. Alors pour parler un peu d'argent, de toute façon, il est vrai que les grands groupes vont avoir tendance à payer plus à un même niveau de responsabilité que des petites structures. Ça, c'est évident, mais c'est valable dans la pharma comme dans n'importe quelle industrie du monde. Hein, je pense que ça colle aussi, quoi. Après, on en parlait tout à l'heure, les évolutions, elles sont peut-être un peu plus compliquées
ou un peu plus lente ou un peu plus structurée chez des big pharma que comme tu as connu toi Romain. Et donc quelque part, est-ce que le salaire à un moment donné, il se récupère pas aussi par l'évolution de carrière qui est plus rapide chez des petits sites par rapport à quelqu'un qui évolue plus lentement chez les grands sites? J'en ai aucune idée. Je pense que ça va être du kiff-kiff moi au global. Au final, est-ce que le fait, on se retrouve 40 ans après, comme tu disais Ludo, est-ce qu'au final, on n'a pas tous, alors certains avaient plus d'avantages, d'autres peut-être un peu moins, un peu plus de congés, un peu moins de congés, mais bon. Mais au final, si on prend, on met ça sur une balance, est-ce qu'on n'est pas à peu près équivalent? Non, enfin, à mon avis, non. Dans le sens où, en fait, moi je le vois. On va dire, si on raisonne vraiment en termes d'intitulé de poste, que c'est compliqué en fait de faire un parallèle entre les postes dans les big pharma et sur des petits sites. Ouais, c'est super. Moi, on pourrait se dire, voilà, j'étais directeur de production et je suis passé à un poste, je suis N-1 d'un directeur. Donc en gros, voilà, je suis passé en dessous, je suis plus directeur, je suis en dessous. Dans une big pharma, pour autant, en fait, mon salaire, je gagne plus maintenant que ce que je gagnais avant. Ouais. Donc, tu vois, c'est difficile de raisonner en termes de périmètre, mais si on va dire sur un intitulé de poste équivalent, un directeur de production sur un petit site sous-traitant et un directeur de production mais même sur un petit site dans une big pharma, il sera différent en fait. De toute façon, tu auras quand même un delta. Moi, ce que je disais depuis le début, en fait, sur le site où j'étais, en termes d'enrichissement, en termes de développement, c'était ultra intéressant. Et je sais en fait que je me faisais aussi mon CV. C'est-à-dire qu'après, en fait, vendre ça sur un CV, derrière, effectivement, tu peux aller chercher d'autres postes. Qui sont plus payés du coup. Voilà. Donc, si j'étais rentré dans la grosse boîte à sortie d'école, si j'avais passé 10 ans dans la grosse boîte, est-ce que j'aurais atteint ce poste-là? Est-ce que j'aurais le même poste maintenant? À ton âge, peut-être pas. Je suis pas sûr. Pas le poste de directeur de prod, mais est-ce que j'aurais le poste que j'occupe maintenant? Peut-être pas au final, parce que j'aurais une évolution qui serait transverse. J'aurais peut-être fait plein de choses différentes. C'est-à-dire j'aurais peut-être changé 5 fois de poste. Mais est-ce que je serais arrivé jusqu'ici? Je sais pas le dire. Peut-être, mais peut-être pas. Donc, mais c'est clair qu'en termes de moyens entre des petites sociétés et des grosses sociétés, faut pas se voiler la face non plus. Il y a un détail. Alors après, voilà. On gagne pas 3 fois plus non plus quand on est dans une pharma. Les ratios sont quand même. Toi, tu vas halluciner sur le chat là. C'est Joe Lacap qui dit il y a pas non plus, l'argent coule pas à flot non plus, etc. Non, je suis en retard sur le chat. Non, là il y a une grande question. Il y a Papy Louis qui nous parle des figurines pop. Combien de figurines pop? C'est la grande question du chat là. Ah waouh, je sais pas. Moi c'est plutôt les Lego, ceux qui voient sur les programmes, les petites vidéos que je fais le dimanche. Derrière il y a un gros mur de Lego avec des mini figurines, il y en a quelques centaines voire plus. Mais voilà, là ça part en jeu vidéo. Partons en jeu vidéo. Niki Aim 2910, vous jouez à des jeux vidéo? Oui, on joue à des jeux vidéo. Ouais. C'est pas le thème du jour, mais on pourrait en parler. Je t'invite à rester pour la troisième partie de l'émission où il y a des questions-réponses, où on parle de tout et puis on pourra parler jeux vidéo. Il n'y a aucun problème. On va pas tarder, oui, puisqu'il est déjà 20h09. On a dit qu'on faisait 1h30. Voilà, euphémisme. Effectivement, Sapias, je sais que est un geek également. Exactement. Et complètement. Bon, c'est très bien. Moi, il y a un truc que je voulais aborder. J'en ai parlé dans le programme, justement, donc je veux que les gens qui sont venus là pour ça, ils en aient pour leur argent, quoi, à savoir gratos. C'est en termes de gestion de projet. Parce que du coup, là, en ce moment, tu bosses dans la gestion de projet. Ouais. Alors, je vais faire un espèce de grand écart énorme, mais entre une gestion de projet dans un petit site, prenons un façonnier, parce que c'est ce qu'on connaît, on va intégrer un nouveau client avec un nouveau produit ou quelque chose comme ça. Bon, le comparatif, il est peut-être pas complètement violent, mais bon. Ou ce que tu fais en ce moment pour un nouveau bâtiment ou une nouvelle ligne de prod, etc. La façon de gérer les projets, est-ce qu'elle se ressent aussi? La structure et le mode de fonctionnement des big pharma ou des plus petits sites se ressent aussi? Alors, tu vois, est-ce que c'est pas plus habile d'un côté ou moins de l'autre, ou est-ce que c'est pas plus structuré de l'autre? C'est clairement plus structuré dans les big pharma. En fait, là où j'étais avant, on n'avait pas de chef de projet. T'es sur un site, t'as pas de personne, il y a personne pour le petit boulot, la dev de fonction, c'est chef de projet. C'est-à-dire que sur le site, on avait une liste en fait de personnes qu'on considérait capables en fait de gérer des projets. Ça pouvait être des gens du QC, ça pouvait être des gens en prod, ça pouvait être des gens de l'AQ, ça pouvait être des gens en supply. En fonction de leur parcours à eux aussi. Voilà, de leur parcours et puis en fait de la capacité qu'on estimait en fait des personnes à pouvoir gérer des projets. Moi, quand j'étais directeur de production, j'ai géré 2 projets de nouveaux produits, c'est-à-dire il y a 2 transferts de produits. En fait, j'étais chef de projet attitré. Je me rappelle. Voilà. Donc il y en avait pour qui, voilà, quand il y avait une tendance un petit peu plus analytique, on allait prendre quelqu'un du labo qui avait cette fibre un peu analytique. C'est pas moi. Ça dépendait un peu de l'orientation en fait du produit qui arrivait ou des sujets. Et en fait, on essayait d'orienter avec des personnes qui. Mais en gros, c'était en plus de ton boulot, t'étais chef de projet. Ouais. Là où je suis maintenant.
il y a un département gestion de projet. Ouais. Et tu as d'autres départements en fait où tu as vraiment des chefs de projet. C'est-à-dire la fonction des gens, c'est d'être chef de projet end-to-end. Tu mènes ton projet de A à Z. Du début à la fin. Et voilà. Et en termes de structure, d'organisation, tu vois, nous on gérait des projets. On essayait de les gérer comme on pouvait, on va dire. C'est-à-dire que voilà, la structure, elle était quand même assez light. Tu organisais ton équipe projet, tu essayais de faire avancer les choses. Quand tu vas arriver dans une big pharma, voilà, tu as ta procédure en fait, de 30 pages qui te décrit comment sont gérés les projets, avec les rôles et responsabilités de chaque personne, les différentes phases de ton projet, ton APS, ton APD, ta phase d'exécution, ainsi de suite. C'est des choses en fait qu'on n'avait pas forcément en fait sur là où j'étais. Donc après encore une fois, c'est l'expérience d'un site que j'ai eu. Il y a des petits sites qui sont peut-être plus structurés d'un point de vue projet. Nous on savait que c'était entre guillemets une de nos faiblesses. Surtout qu'à un moment on s'est retrouvé avec une quantité de projets à gérer qu'on n'avait pas la capacité, parce qu'on avait quand même un département, le département industrialisation, qui gérait l'introduction des nouveaux produits. Oui, et il y a un moment sur le site, on est arrivé sur le site en fait où on a eu une baisse de volume, on a cherché à ramener du volume et du coup on a eu plein de nouveaux projets en fait à gérer en même temps. Et il y a un moment tu as 15-20 projets qui arrivent. Et il y a toujours pas de chef de projet officiel, industrialisation, vous êtes 5, tu as 20 projets qui arrivent, ça va pas le faire, il va falloir répartir la tâche. Et c'est pour ça qu'on a eu cette organisation là, parce qu'on n'était pas structuré, pour le faire. Effectivement, dans une big pharma, ce sera toujours plus confortable parce que voilà, la structure, tu as des gens qui sont payés à l'année, tu as un budget dédié au projet qui est ancré en fait dans le marbre et la structure est complètement différente. Mais c'est intéressant aussi au sens où du coup tu vas pas avoir, parce que le risque de faire le mode les gens de la routine prennent des projets, c'est que d'un côté ils vont se former, c'est intéressant pour eux, et puis potentiellement t'as pas besoin d'avoir une ligne qui fait que du projet. Mais par contre si la routine elle grossit, c'est-à-dire que tu as des problèmes de prod, qualité, de performance en même temps où tu as ton projet à gérer, tu as les gens de la routine, ils explosent en plein vol. Ou les chefs de projet, ils sont quand même... Nous, on avait nommé des agents de maîtrise chefs de projet. Et après, on s'est dit, en fait, pour le coup, c'est des gens qui avaient la capacité, mais à un moment, on s'est dit, bah là, par contre, en fait, c'est pas la même maille de temps. Entre gérer le quotidien, être en horaire décalé et gérer des projets, c'est pas possible. C'est un coup explosé. Mais pour le coup... Alors c'est une des complexités aussi, c'est-à-dire que plus t'es gros, plus t'arrives à absorber des choses qui vont arriver et qui sont un petit peu, qui sont pas prévues. Quand t'es sur un petit site et que t'as en fait une charge de travail qui va arriver, il y a un moment où tu peux pas recruter en fait comme ça et dire en fait je vais passer de 200 à 230 demain parce que j'ai une charge qui va arriver. Donc à un moment, t'es obligé en fait, tu relèves les manches et puis tout le monde y va un peu et effectivement. C'est pas la meilleure façon de faire parce que forcément c'est toujours plus compliqué en fait de prendre une charge en plus de ce que tu fais déjà. Maintenant c'est ce qui fait aussi la richesse du truc. C'est formateur, c'est vachement intéressant. Ce que je me suis dit quand j'ai pris l'industrie, je me suis dit je veux pas que j'ai une journée qui ressemble à celle d'hier. Tu sais, c'était mon truc, c'était de me dire si je vais en officine, je sais que tous les jours ce sera à peu près le même truc. Je me suis dit voilà, si je vais en industrie, logiquement c'est un milieu qui bouge, t'as tout le temps des imprévus. T'étais servi là. Et je sais que là pour le coup j'ai été plus que servi, mais c'est ce que je recherchais, je vais pas me parler. Et pour le coup en fait c'est ce qui fait la richesse du truc, c'est qu'à un moment t'as pas une journée qui se ressemble en fait. Et c'est ce qui est super enrichissant. Donc, et ça c'est pour l'industrie au sens large, parce que même dans les big pharma, c'est peut-être un petit peu moins vrai, le rythme est un petit peu différent, mais au final voilà, t'as toujours de l'imprévu à gérer. Et puis après c'est aussi sur les postes en fait, sur les postes de management quels qu'ils soient, de toute façon t'es aussi là pour prendre des décisions, pour gérer l'imprévu quoi. Je veux dire, t'es pas juste là pour gérer de la routine et faire toujours la même chose. Sinon des robots pourraient le faire. Voilà. On a une très longue question de Sapspias. Est-ce que les gens savent sortir de leur scope? Ah oui, la rumeur veut. Oula, la rumeur. La rumeur elle est plus que vraie globalement. Veut que dans les big pharma, chacun est dans sa case et n'en sort jamais, alors que dans les petites boîtes en général, on a un pied dans tous les services. C'est plus une réalité que... Oui, c'est ce qu'on disait un peu. Voilà. C'est un peu caricatural aussi la question, mais c'est pas loin d'être vrai, comme on disait depuis le début. On a un scope qui est plus large, des rôles de responsabilité qui sont moins bien définis. Oui. On a plus de facilité. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait dans un petit groupe, on tutoie le directeur qualité, on mange avec. Ça facilite des fois de... Le directeur qualité, j'ai jamais mangé avec lui. Alors là, jamais avec le directeur qualité. Jamais de la vie. Non, mais voilà. Après, t'as des grands groupes en fait où le tutoiement vouvoiement, je pense pas que ça. Non, mais je veux dire, le tutoiement au sens tu es plus proche de la personne, tu peux passer plus de temps avec, et c'est voilà. Donc ça, pour moi, c'est quand même une réalité, même si ça fait partie des fonctionnements des deux types de boîtes. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais oui, clairement. Et si on faisait le break? On va faire un petit break.
foire aux questions. Voilà. Full. On va faire un petit break, une petite pause pipi, tout voilà, simplement. Et pendant ce temps-là, à ce moment-là, vous préparez vos questions pour terminer le débat et puis pour enchaîner sur la foire aux questions. N'hésitez pas. Merci le grand Kevin qui s'est abonné. Le grand Kevin, je pensais qu'il était déjà abonné. Mais merci de t'être abonné avec le deuxième compte peut-être.